17 janvier 1950. Une nuit en apparence ordinaire à Boston. Mais sous la surface, 11 hommes, guidés par la cupidité et l'ambition, réalisent le casse du siècle. L'un des braquages les plus minutieusement préparés de l'histoire américaine. En moins de 35 minutes, ils disparaissent avec l'équivalent de plus de 30 millions de dollars aujourd'hui. Voici l'histoire d'un hold-up qui a choqué tout un pays. Une histoire qui inspirera l'un des films les plus connus d'Hollywood. Une opération qui va finir par s'effondrer à cause d'un seul homme et d'une rancune. Voici l'histoire du casse de Brinks, le vrai Ocean's 11. Et le plus fou, c'est qu'ils étaient à 11 jours de s'en sortir pour toujours. Dans les années 1940, à Boston, il existe un bâtiment qui attire toutes les convoitises. Pas pour son style, mais pour ce qu'il protège. Le dépôt Brinks. Des millions en espèces, des chèques, des bijoux, des objets de valeur. Brinks, c'est une entreprise de transport de fonds et de sécurité, et son dépôt de Boston passe pour un modèle. À l'époque, on le décrit comme l'un des lieux les plus sécurisés du pays. Un coffre réputé inviolable. Portes verrouillées, procédures strictes, employés entraînés, et surtout, aucune tolérance pour l'erreur. Personne n'ose s'y frotter. Personne, sauf Anthony Pinault. Pinault est un petit criminel du North End. Pas un cerveau, pas un stratège, plutôt un homme de coups rapides. Mais en 1947, une idée lui tourne dans la tête, entrer chez Brinks. Au début, ce n'est qu'un fantasme, puis ça devient une obsession. Il observe les horaires, les habitudes, les livraisons, les rondes, les changements d'équipe. Et plus il apprend, plus il comprend une chose. Seul, il n'y arrivera jamais. Il lui faut une équipe, et pas n'importe laquelle. Pinault se tourne vers Joseph McInnes, une figure connue de la pègre de Boston. Respecté, connecté, expérimenté. McInnes connaît les bonnes personnes, les mauvais endroits, et surtout, il sait garder un secret. Autour d'eux, il recrute des profils complémentaires. Des hommes capables de contrôler une pièce, d'intimider, de tenir une arme sans trembler. Un guetteur pour surveiller l'extérieur, un conducteur pour la fuite, et des habitués des braquages. Au final, ils sont 11 rôles, 11 tempéraments. Et une seule obsession, prendre une fortune qui paraît intouchable. Et à ce stade, le plus difficile n'est pas de voler. Le plus difficile, c'est de ne pas se faire attraper. Le principal obstacle est simple, l'argent est au 2e étage, derrière plusieurs portes verrouillées. On parle de 5 accès successifs. 5 barrières, 5 occasions d'échouer. Pinault comprend qu'il ne peut pas forcer le dépôt. Il doit le contourner. Alors ils font quelque chose d'un calme terrifiant. Ils s'entraînent sur place. La nuit, ils s'introduisent après la fermeture. Pas pour voler l'argent, pas encore. Ils volent un cylindre de serrure. Un seul. Puis ils en volent un autre. Encore un autre. Avec ces cylindres, ils fabriquent des clés. Puis ils remettent les originaux exactement comme avant. Résultat, pas d'effraction visible, pas d'alarme, rien. Ensuite, ils préparent la fuite. Ils volent un camion Ford vert de 1949 qui devient leur véhicule principal. Ils répètent le trajet jusqu'à l'automatisme. Même itinéraire, mêmes arrêts, même timing. Ils finalisent aussi les déguisements Cabs Navy, gants, casquettes, masques en caoutchouc. Des silhouettes propres, des visages effacés. L'objectif est clair. Personne ne doit pouvoir décrire un visage, une moustache, une cicatrice. Ils tentent, ils s'approchent, puis ils repoussent. Parce qu'une seule erreur ruine tout. Et pour un plan comme celui-là, il faut aussi des alibis solides. Des alibis simples, crédibles, faciles à répéter, même sous pression. Le 17 janvier 1950, ils passent à l'action. Ils se retrouvent à Roxbury, montent dans le camion direction Brinks. À l'intérieur, tout était millimétré. Ils contrôlent immédiatement les employés, au sol, mains attachées, bouche scotchée. Peu de paroles, pas de panique, juste l'efficacité. Les témoins diront plus tard que leurs gestes semblaient étudiés, presque mécaniques, comme si chaque seconde avait été répétée. En 35 minutes, le coffre est vidé. Ils repartent avec 1,5 million de dollars en liquide. Puis, ils disparaissent. Le groupe se disperse,
Les alibis se mettent en place, le camion est éliminé. Quand la police arrive, elle ne récupère presque rien. Sur place, il reste surtout la peur et quelques objets banals. Du ruban adhésif, un masque, un chapeau abandonné. Mais pas de visage, pas de nom, pas de plaque. Les sirènes hurlent. En quelques minutes, la police et le FBI envahissent le dépôt. Mais sur place, c'est le vide. Les employés sont traumatisés. Ils répètent la même chose. Les braqueurs étaient calmes, rapides et semblaient connaître le bâtiment mieux qu'eux. Peu de mots, des gestes nets, comme une procédure. Les agents fouillent tout. Au sol, du ruban adhésif, un masque, un chapeau abandonné, des objets bêtes, presque humiliants, parce que c'est tout ce qu'ils ont. Un détail finit par sortir. Un employé a vu 4 armes et donne un numéro de série pour l'une d'elles. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est la première prise. Puis des semaines passent et l'enquête se transforme en chasse aux miettes. Du matériel lié aux casses réapparaît ici et là, jeté, abîmé, rouillé. Pas assez pour prouver, juste assez pour rappeler que quelqu'un efface ses traces. Brinks annonce une grosse récompense. Les rumeurs gonflent, les fausses pistes aussi. Et au milieu du bruit, une image revient. Un camion Ford vert, bâché, aperçu près du dépôt ce soir-là. Des pièces retrouvées dans une décharge confirment le modèle. 2 noms apparaissent alors sur le radar des enquêteurs. Mais sans témoins solides, sans empreinte exploitable, sans argent retrouvé, le dossier reste fragile. Et pendant que le FBI cherche une preuve, le calendrier avance. Parce qu'à cette époque, la loi impose une limite. La prescription. Fédérale, 3 ans. État, 6 ans. S'ils tiennent 6 ans sans inculpation, alors l'argent leur appartient et personne ne peut les poursuivre. Le compte à rebours est lancé. Voler Brinks était presque impossible. Mais rester propre pendant 6 ans, c'est une autre torture. 2 membres continuent de commettre des cambriolages, leur virée. Lors d'une de ces virées, ils se font arrêter et partent en prison. Et là, le FBI remarque un détail. En détention, ils n'écrivent pas à leurs proches. Ils écrivent à un petit cercle à Boston, toujours les mêmes noms, toujours des demandes d'argent. Les autorités relancent les interrogatoires. Et un schéma se dessine. Le soir du casse, vers 19h, plusieurs suspects racontent qu'ils ont changé d'endroit. Un dit qu'il est passé acheter de l'alcool. Un autre dit qu'il est parti marcher. Un autre prétend qu'il était déjà ivre depuis des jours. Résultat, leur présence exacte devient floue, pile sur la fenêtre du braquage. Ce n'est pas une preuve, mais ce n'est plus un hasard. Sauf que sans éléments concrets, impossible de les inculper. Et c'est exactement ce que Pinault veut, gagner du temps. Les mois passent. Et dans un groupe comme celui-là, le danger n'est pas seulement dehors. Il est dedans. O'Keefe réclame sa part. De l'argent pour ses problèmes, pour ses avocats, pour sa survie. Au début, on répond, puis on ignore. Et quand on ignore un homme comme O'Keefe, on ne le calme pas. On le fabrique. Il devient imprévisible. Il parle trop, menace, fait sentir qu'il pourrait craquer. Pour les autres, il n'est plus un complice. Il est une fuite. La tension explose. Les humiliations s'accumulent. Puis un événement brise le dernier vernis, un enlèvement contre rançon au sein même du cercle. À partir de là, la confiance meurt. O'Keefe comprend qu'il est devenu une cible. Il survit à des attaques, puis il se retrouve à nouveau en prison. Et là, le FBI insiste. Encore et encore. Ils reviennent, ils répètent, ils attendent la faille. Jusqu'au jour où la rancune dépasse la loyauté. Le 6 janvier 1956, O'Keefe s'assoit face aux agents et dit enfin « Très bien, qu'est-ce que vous voulez savoir ?» À ce moment-là, le groupe a tenu presque 6 ans. Il leur restait 11 jours avant la prescription. 11 jours. Le 12 janvier, les arrestations tombent. Les inculpations suivent. Les derniers tentent de fuir, mais ils sont retrouvés. Le procès se tient à Boston. Les peines sont lourdes. Et O'Keefe, témoin principal, s'en sort avec une peine plus légère. Le plan était presque parfait. Il a échoué pour une seule raison, la rancune.
L'affaire semble terminée. Sauf qu'il reste la seule question qui compte vraiment. Où est l'argent? En juin 1956, à Baltimore, un homme est arrêté dans une affaire de faux billets. Sur lui, puis dans sa chambre, la police trouve plusieurs liasses. Et là, surprise, certains numéros de série correspondent à ceux du casse de Brinks. Sous pression, il donne un nom, un complice surnommé Fat Joe. Les autorités le retrouvent et découvrent une cache derrière un panneau mural, un conteneur métallique. À l'intérieur, près de 60 000 $, identifiés comme venant du casse. Une partie de l'argent est si vieux qu'il commence à se décomposer. Mais l'essentiel du butin, lui, reste introuvable. Et jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait où est passé le reste. Abonne-toi et on se retrouve dans la prochaine histoire.